C'était le caractère du pape François. Est-ce que la priorité, ça va être celle du pape François, qu'évoquait François Clemenceau tout à l'heure, c'est-à-dire quitter vos églises, aller vers le monde, ou plutôt, mais c'est plutôt des accents, celle de Benoît XVI qui était, il faut renforcer le corps des catholiques. Vous voyez, c'est pas forcément des questions aussi idéologiques qu'on l'a dit, ça peut être vraiment des questions, alors dans le langage catholique on dit pastoral, mais des questions on va dire stratégiques. Où veut-on aller principalement? Et c'est normal qu'ils discutent de ça, parce que voilà, on est quand même dans une institution qui a un rôle dans le monde entier. Je voudrais qu'on retrouve Mathieu Carman qui est à nouveau avec des personnes sur le terrain, des fidèles ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des non-croyants qui viennent également assister à cet événement qui est mondial et qui est puissant par sa nature. Mathieu, vous êtes avec un couple d'Italiens qui est venu tout spécifiquement de Naples, c'est ça ? Absolument, ils ont fait la route pour venir ici, pour pouvoir voir quelques secondes le pape François. Ciao, grazie. Bonjour, merci beaucoup. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Eh bien, nous sommes ici. En réalité, nous avions d'ores et déjà prévu un séjour ici pour voir le pape. Et étant donné qu'il a disparu, eh bien, aujourd'hui, plus qu'encore, nous ressentons l'importance de cette journée. Nous avons emmené notre fille qui avait préparé un petit deux dessins, dit-elle, pour les remettre au pape. Vous savez, nous sommes catholiques et donc le pape est une personnalité de grande importance et nous sommes absolument tristes de sa disparition et nous formulons le vœu que le nouveau pape qui sera désigné bientôt, eh bien, nous espérons que d'une manière ou d'une autre, il pourra être l'héritier de notre pape François. Que ressentez-vous aujourd'hui ? Je ressens beaucoup de tristesse. Vous savez, nous avions prévu cette visite au Vatican. Nous espérions qu'il soit encore en vie. Et bien entendu, je suis très triste de son décès inattendu d'une certaine manière. Nous ne nous y attendions pas et nous sommes très tristes. Vous savez, moi, j'ai grandi avec le pape Wojtyła, le pape Jean-Paul II. Mais bien entendu, le pape François représente l'Église, il représente l'amour. Et lui, eh bien, mon fils s'appelle François, Francesco en italien, puisqu'il est né l'année où le pape a été élu. J'espère que l'Église poursuivra le chemin qui a été emprunté par le pape François. Je pense que l'Église est sur la bonne voie, sur la bonne trajectoire, et j'espère véritablement que c'est un héritier du pape François qui sera élu, même si ce sera difficile. Voilà, vous voyez, on parle déjà ici depuis Rome, eh bien, de la succession du pape François. Ce sera aux cardinaux de choisir lors d'une élection entre le 15e et le 20e jour suivant le décès du pape François, c'est-à-dire pas avant le 5 mai prochain. Mathieu Carman avec Julie Regard, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants. Souvent, ce sont des personnalités hors normes qui se sont finalement imposées à l'issue de l'élection, parce qu'on parle bien d'une élection pour un pape, je le rappelle. Soyons clairs. Mais souvent, ce sont des personnalités hors normes. Charisme et séduction, ça reste les mêmes mots que parmi les hommes politiques. Il faut dégager, il faut convaincre, il faut regarder les gens droit dans les yeux. Il faut les séduire par son discours et son projet de vie, pas politique, mais finalement religieuse. Enfin, ça reste Alors, et est-ce que ce Vatican, est-ce qu'il est soumis à des pressions ? Vous parliez de la volonté par les réseaux sociaux, notamment venus des Américains, de pousser le processus actuel. Et je revois sous mes yeux cette information de Politico qui disait que des responsables du Vatican craignent que de puissants conservateurs catholiques américains tentent d'influencer un éventuel futur candidat. Est-ce que ce Vatican-là, est-ce que c'est une bulle ou est-ce qu'il est sous pression? Non, mais ils sont évidemment sous pression. Vous savez, je me souviens une fois, j'étais dans l'avion, j'allais à Rome et j'étais assis à côté d'un prêtre qui me dit « Ah, mais vous allez sûrement à Rome pour essayer de pousser quelqu'un pour être évêque. » J'étais complètement dans une autre, tout à fait autre logique. Moi, j'allais juste faire mon travail de journaliste. Vous voyez, c'était pour lui assez évident qu'on s'agitait pour pousser tel ou tel. Donc, évidemment, quand vous avez un petit peu d'argent, et ça se passe plutôt comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut inviter, venez donc aux États-Unis, tout frais payé. On aimerait tellement que vous nous fassiez une conférence, voilà. Et puis la personne vient, on s'occupe bien d'elle et on crée un lien. Maintenant, je pense pas, et ça a toujours existé. Il faut quand même se souvenir que le lobbying. Ça a toujours existé.
et ça existera toujours. Au 19e siècle, même la France et l'Autriche avaient le droit d'interdire l'élection d'un cardinal. Alors, si vous nous rejoignez, il est quasiment 10h30, jour de procession. Le corps du pape a été transféré de la modeste chapelle de sa résidence Sainte-Marthe à la grandiose basilique Saint-Pierre. Une procession ponctuée de chants, de prières, de l'émotion des fidèles qui, nombreux, ont suivi et continuent de suivre cette journée. Et souvent sur place, l'adieu des fidèles à leur pape, l'élan de ferveur bien au rendez-vous. D'ailleurs, à 11h, la dépouille, Emma Barrier, la dépouille du pape sera exposée pour l'hommage des fidèles avant les obsèques de samedi avec les chefs d'État de ce monde. Oui, c'est un grand moment qu'attend la foule depuis ce matin. Je vous le disais tout à l'heure déjà, depuis 7 heures, les gens ont fait la queue, des centaines de personnes pour assister à la cérémonie. Et bien maintenant que la cérémonie est terminée, regardez, c'est une foule très nombreuse qui fait donc la queue, qui patiente. Il faut avoir beaucoup de patience là pour entrer, ça va prendre des heures. Et c'est pour ça qu'ils ont jusqu'à minuit ce soir pour faire une première queue, puis une deuxième queue avant d'entrer dans la basilique pour se recueillir sur la dépouille donc du pape François. Minuit ce soir, mais aussi demain. Beaucoup de temps est accordé à ces fidèles, mais vendredi ils n'auront que jusqu'à 19h puisque vous en doutez, ensuite il faudra fermer le cercueil et commencer à préparer les funérailles, les obsèques du souverain pontife qui auront lieu donc samedi lors de cette grande journée d'obsèques. Et puis pour la suite du programme, eh bien, les cardinaux qui étaient présents ce matin vont encore se réunir cet après-midi puisqu'il faut commencer à préparer l'avenir. Eux, ils ont aussi les yeux tournés vers le conclave qu'ils doivent organiser. Hier, ils se sont réunis une première fois, ils étaient à peu près une centaine du monde entier à venir pour choisir la date des funérailles. Mais aujourd'hui, ils se réunissent une deuxième fois pour essayer de trouver une date et se mettre d'accord pour organiser ce conclave. Je vous rappelle qu'ils doivent quand même suivre des règles imposées par la Constitution apostolique. Et là, eh bien, ils doivent organiser un conclave au moins 15 jours après le décès du pape, ce qui nous emmène à début mai. Merci Emma Barnier, avec Juline Garnier sur le terrain. Et donc Emma le dit, même dans cette journée d'émotion, tout le monde a les yeux tournés, rivés vers le fameux conclave. C'est l'histoire, c'est comme ça. C'est l'histoire, c'est le rituel, j'ai envie de dire, qui est implacable dans une situation comme celle-là. Le conclave, ça va être cette assemblée de matière grise qui va déterminer quel sera peut-être le nouvel axe de l'Église, continuité ou au contraire novation, à travers la personnalité de celui qui aura émergé de ces travaux, qui peuvent être fort longs. Ils le furent il y a plusieurs siècles, lorsque le conclave avait duré 2 ans, je crois que c'était dans les années 1300, et en revanche beaucoup plus brièvement, comme lors des conclaves les plus récents, les plus proches de nous, où en quelques jours la décision collégiale avait été faite. Est-ce qu'on peut parler d'un choix très politique quand on parle du choix du pape ? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, avec oui. la mondialisation, oui, bien sûr. Pourquoi ? Mais parce que le pape, ça doit pas plus être un pape lointain, il doit être complètement dans le siècle, il intervient sur tout. Il y a les réseaux, il y a aussi le service de communication du Vatican qui tous les jours envoie des messages. C'est très difficile d'être un pape de cire. Si vous imaginez que Jean XXIII, il n'avait jamais quitté l'Italie, il était à Loreto. Et on n'est pas si loin, on raconte pas des histoires finalement très anciennes, mais maintenant un pape, il doit être dans l'air du temps complètement. Il doit être... oui. Je me permets de rebondir parce que, politiquement parlant, souvenons-nous de l'élection de Karol Wojtyła en 1978, du climat de guerre froide qui régnait entre l'Est et l'Ouest, et le choix politique, éminemment politique, qu'avait prononcé le Sacré Collège en élisant un Polonais. François Clémenceau, Margot Haddad, toujours depuis la place Saint-Pierre, toujours cet événement que l'on vit grâce à vous. De nombreux cardinaux ont été nommés par ce pape François. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'une allégeance qui lui a été faite, et est-ce que ça dirige la suite des décisions ? On parle de 75% des cardinaux nommés par le pape François, mais forcément, ça ne crée pas une allégeance obligatoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même s'ils ont été nommés, certains n'avaient pas forcément les mêmes idées que le pape François. Ils venaient d'autres régions du monde, d'autres continents, et forcément, ils avaient parfois une vision un peu plus conservatrice. Alors les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut un pape réformateur pour continuer le chantier du pape François ?
François? Est-ce qu'il faut un pape gestionnaire pour gérer surtout les affaires courantes? Ou est-ce qu'il faut revenir à une forme un peu plus conservatrice de l'Église? Ça, ce sont vraiment les questions qui vont se poser autour de la congrégation générale, où souvent, eh bien, chacun des cardinaux prend la parole. C'est aussi le moment de montrer une forme de charisme, de voir si vous êtes papabile. C'est comme ça d'ailleurs que le pape François s'était fait remarquer. Déjà même en 2005, après la mort de Jean-Paul II, ou face à Benoît XVI, celui qui est devenu Benoît XVI, eh bien, il avait pris la parole et s'était exprimé, s'était fait remarquer par son discours, mais également par son humilité et son charisme, son humilité, puisqu'il avait demandé à certains évêques de ne pas voter pour lui parce qu'il voulait encore rester dans l'ombre. Ça montre à quel point, eh bien, le pape François avait aussi une vision très identifiée de ce que devait devenir l'Église, et il faudra savoir si, bien évidemment, cette Église va s'ouvrir au reste du monde, au sud, comme on dit ici, c'est-à-dire ouvrir à d'autres continents, notamment, eh bien, l'Afrique, puisque certains ici, certains fidèles, un Ivoirien que j'ai pu rencontrer hier me disait il faudrait enfin un pape africain pour représenter ce que l'on est au sein même du Vatican. Et comme vous le disiez en plateau, il y a une vision également très géopolitique de tout cela, parce que vraisemblablement, il y a un lien entre ce qu'il se passe au Vatican, qui reste un État avec des relations diplomatiques parfois fermées, parfois non existantes avec certains États du monde. Oui, moi je crois que en fait il y a une première idée simple aussi, c'est que on ne devient pas prêtre ou même évêque pour devenir pape. Il n'y a quasiment pas d'acte de candidature. On ne fait pas campagne pour devenir pape. En revanche, les cardinaux qui sont ici, qui ont tous été nommés pour la plupart par le pape, se posent la question de savoir quelle incarnation pour ce métier, mais aussi pour cette grâce, parce que c'est effectivement quelque chose qui vous dépasse de devenir le chef de l'Église catholique. Et donc, pour incarner, c'est pas forcément quelqu'un qui souhaite devenir pape. Je crois même d'ailleurs que le pape François lui-même ne s'attendait pas du tout à le devenir. Il y a cette idée que pour incarner, est-ce qu'on est quelqu'un qui est dans la continuité? Est-ce qu'on est dans une forme de transition? Est-ce qu'on est plutôt dans une forme de rupture? Et puis oui, il y a effectivement ce que vous venez de dire, Margot, je pense que c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, le pape doit être l'incarnation de ce Sud, c'est-à-dire là où vivent 80% des catholiques du monde entier et qui ne cessent de croître, parce que en Afrique effectivement, mais aussi en Asie et en Amérique latine, là d'où venait le pape François, il y a un essor aujourd'hui du catholicisme alors qu'il est en train de vieillir, de disparaître, de se fadir en Europe, mais même aussi aux États-Unis d'Amérique. Merci à tous les deux. Merci à Mathieu Grégoire qui est avec vous. On se retrouve dans quelques instants pour vivre cet événement encore avec vous. Bonjour, Père Daniel Digou. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour commencer, avant de vous interroger sur cette question éventuelle de la succession, comment avez-vous vécu cette procession ce matin entre la résidence Sainte-Marthe et la basilique Saint-Pierre? C'est très important. Effectivement, et c'est pas une critique, les médias s'agitent pour savoir comment le conclave va s'organiser, quels sont les papabilés. Mais tout a un temps. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Et ces images nous permettent, les images sont fortes. Elles sont d'autant plus fortes d'ailleurs qu'il y a une grande simplicité. Il y a un silence qui entoure la procession. François a voulu beaucoup plus de simplicité, et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre siècle, la simplicité parle beaucoup plus qu'à une époque. Elle parle au cœur. D'abord, c'est un homme qui meurt, comme tout homme, toute femme qui meurt. C'est quelque chose qui est très fort, qui est ressenti très fort. On ne peut pas ne pas penser à notre propre mort. C'est un moment important pour nous interroger aussi sur le sens de la vie, le sens de notre histoire. Et puis deuxièmement, fort parce que c'est un moment fort pour l'Église. Le pape, c'est un père. C'est avec d'ailleurs les paroles fortes de François qui dépassaient toutes les frontières. Il était d'une certaine façon, parce qu'on a toujours besoin d'un père, une image, un symbole de père pour tous les hommes et les femmes, et en tout cas aujourd'hui en particulier pour tous les catholiques. Donc c'est un temps de deuil qu'il s'agit de vivre pour, je dirais, ensuite tourner la page. Alors justement,
La mort du pape François pourrait-elle marquer un tournant pour l'Église ? Bien, c'est le moment en tout cas de réfléchir à quelle Église pour quel monde. Et les cardinaux vont prendre quand même un certain temps pour s'interroger sur comment l'Église peut avoir aujourd'hui une parole forte au monde, un monde qui est en plein bouleversement. Et l'Église ne peut pas s'exprimer comme au 19e et même comme au 20e siècle. Il y a une image, il y a une parole qui doit être revue et corrigée en fonction des défis d'aujourd'hui. Quel est l'état de l'Église selon vous aujourd'hui ? Bien, il avait commencé en essayant d'ouvrir l'Église au monde d'aujourd'hui. Fort de ce que l'on avait vécu au moment du Concile Vatican II, il s'agissait pour l'Église de ne pas penser pour elle-même, mais pour le monde. Et lorsque, le lendemain de son élection, il est allé à Lampedusa, eh bien voilà une ouverture de l'Église, de l'institution, pour dire l'Église est là pour parler à tous les hommes et à toutes les femmes et d'avoir un message d'accueil. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être compris par tout le monde. C'est un message universel. L'Église accueille le monde d'aujourd'hui avec toutes ces incertitudes. Et il s'agit justement, avec une certaine sérénité, un certain recul, d'analyser en quoi, dans ce monde nouveau, très incertain, l'humain va pouvoir trouver sa place. Et là, je pense que l'Église, parmi d'autres institutions ou d'autres paroles, a quelque chose à dire. Les gens, et on s'en est aperçu avec les jeunes qui ont été plus nombreux aujourd'hui pour être baptisés à Pâques, on se soucie de se demander où va-t-on ? Quelles sont les possibilités de vie en tant qu'homme, femme ? Comment on peut construire une histoire dans un monde qui est totalement en révolution. Cette journée, c'est aussi la journée de l'émotion des fidèles qui auront la possibilité, d'ici une vingtaine de minutes maintenant, de venir rendre un hommage direct au pape François en entrant dans la basilique Saint-Pierre. Mathieu Kaman, vous êtes devant cette basilique Saint-Pierre et vous êtes maintenant avec des Italiens qui viennent tout spécifiquement de Sicile. Absolument, ils ont fait la route hier pour arriver et être là aujourd'hui pour pouvoir se recueillir quelques instants. Ciao, grazie. Bonjour, cela fait 3 jours que le pape est décédé. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Quel est votre ressenti ? Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. C'était le Père de l'espoir, notre Père de l'espoir. Il nous apportait de l'espoir, il donnait l'impression qu'il aurait des solutions. Mais je dirais qu'il a fait ce qu'il a pu et il l'a fait correctement. C'est un pape qui a légèrement transformé l'Église, qui nous a rapprochés de l'Église, et c'est aussi le pape qui, d'une certaine manière, a véritablement œuvré pour nous. Il a œuvré pour la paix, dans la droite ligne de Jean-Paul II et de Benoît XVI également, et il poursuivait exactement cette œuvre. Jusqu'à la fin, il a été là pour chacun et chacune d'entre nous. Donc nous espérons que le prochain pape sera quelqu'un de bien. Nous espérons que ce sera un pape encore meilleur que celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup évidemment d'Italiens qui viennent des 4 coins du pays, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent parfois de très loin. On a pu croiser, depuis que nous sommes là depuis lundi, notamment des Brésiliens, des Argentins, quelques Péruviens, des Mexicains aussi qui ont traversé le monde pour être ici aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre pour dire au revoir au pape François. On se retrouve dans quelques instants. Merci Mathieu Kaman avec Julie Regard. Merci à vous pour ces témoignages sur le terrain et cette émotion partagée. Même question, la mort du pape François, ces images, ces moments, marquent-ils un tournant dans l'histoire de l'Église ? Caroline Pégaudier. Oui, absolument. C'est le premier pape venu finalement de si loin, parce que la Pologne c'était plus près, l'Allemagne c'était plus près. Enfin, je parle de l'ère moderne. Et c'est aussi le premier pape, disons-le, qui s'est pris dans la figure complètement des réseaux sociaux. Comprenez que maintenant les gens tweetent toute la journée, et moi je crois que le prochain pape, celui qui va être élu, il faut qu'il y ait une traçabilité, j'aime pas ce mot, mais une traçabilité totale sur son passé.
Vous voyez, il faut tout connaître. En fait, ça va être beaucoup plus compliqué parce que justement, il sera victime des réseaux sociaux. Donc tout ça a beaucoup changé, me semble-t-il. On entendait cette fidèle interrogée par Mathieu Carman et Julie Regard qui disait qu'ils espèrent que le prochain pape sera encore meilleur que celui-ci. Margot Haddad, François Clémenceau, il a été un pape réformateur, oui ou non, le pape François ? En tous les cas, il parlait beaucoup plus aux jeunes. J'entendais Caroline Pigozzi dire très justement, il a dû s'adapter aux réseaux sociaux. C'est vrai, 50 millions d'abonnés sur X qui l'utilisaient parce que ça faisait partie de ces nouveautés dont devait faire usage le pape François. Et donc, très clairement, on le retrouve aussi lors de son premier déplacement lors des JMJ à Rio, où il s'était justement rapproché des jeunes. Il avait parlé à la presse également dans l'avion. On se souvient de ses dernières déclarations où il avait parlé de ce qu'il avait dans sa sacoche noire devant les journalistes. Et on voit bien que la personnalité de ce pape marquera les fidèles, puisque c'était un pape qui essayait tant bien que mal de faire avec son temps. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire avec la jeunesse, avec la technologie, avec ce monde divisé, et également d'ouvrir ses possibilités à une église en plein boom dans certains continents qui n'était pas forcément représentée ici au Vatican. Le pape François essayait le plus possible de s'éloigner du Vatican avant de devenir pape. Il voulait rester, se rapprocher des églises locales, mais également de la population civile, en essayant de faire en sorte que ce soit le peuple de Dieu qui guide les préceptes de l'Église. Et il disait d'ailleurs très souvent que quand un précepte n'était pas compréhensible au monde, c'était un véritable problème, qu'il fallait très clairement que l'Église s'adapte à la société civile, et c'est notamment ce qu'il a fait autour de la communauté LGBTQ, mais également des divorcés qui voudraient rentrer au sein de l'Église, mais aussi des femmes. Et ça, c'est un élément très important dont on n'a pas encore vraisemblablement parlé. J'étais avec la sœur Nathalie Bécard, qui est une des femmes les plus influentes du Vatican hier, et qui me disait, il a ouvert l'Église aux femmes, et ça, c'est quelque chose de très important, à des postes supérieurs. Et ça, c'est une véritable révolution au sein de l'Église, François. Oui, moi je crois qu'il a surtout essayé. Il a essayé de réformer. Et on l'a dit tout à l'heure, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça bouscule tellement de choses dans un monde qui est en pleine transformation, qui est en pleine métamorphose. Mais on voit bien que l'esprit de la réforme était là. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette volonté de continuer à progresser, est-ce qu'elle va s'être stoppée ou est-ce qu'elle va continuer à petits pas ou peut-être même à grands pas? Oui, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, non seulement les jeunes, les femmes, mais en règle générale, tous ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec l'Église catholique, notamment sur des questions sociétales, sur des questions philosophiques, non seulement les autres religions, il a beaucoup parlé, et jusqu'à la veille de sa mort, de l'antisémitisme par exemple, il a essayé effectivement de se rapprocher des continents qui ont été négligés par les temps, et donc il y a cette volonté de se dire, il faut sortir des églises, il faut aller à la rencontre des autres, y compris lorsqu'ils ne sont pas comme nous, lorsqu'ils ne pensent pas comme nous, pas forcément pour un désir de les convertir, mais juste pour montrer qu'on est avec eux, on est des humains, on a nos croyances, mais ce qui compte le plus, c'est cette forme de fraternité, à mon avis, qu'il incarnait peut-être beaucoup plus que certains de ses prédécesseurs. Merci à tous les deux. Merci à Mathieu Grégoire qui est avec vous. Bonjour Pascal Tournier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, rédactrice en chef adjointe La Vie. Quels sont les dossiers brûlants, les dossiers sensibles qui attendent le successeur du pape François aujourd'hui? Alors, c'était dit, la question de la place des femmes, la question aussi des abus sexuels, la question aussi de maintenir l'unité au sein de l'Église. On le voit bien, il y a quand même différentes tendances. On voit bien aussi que aujourd'hui, 80% des fidèles se situent plutôt dans ce qu'on appelle le sud global, donc des problématiques qui sont différentes. Il va y avoir la question aussi d'un point de vue international aussi de promouvoir la paix. Donc le pape François a beaucoup œuvré sur ces sujets-là, que ce soit bien sûr sur la question de Israël, Gaza, mais voilà, voir comment tout ça va s'articuler.
Et je dirais enfin, peut-être d'un point de vue plus interne, on le sait, le pape François a beaucoup bousculé la curie. Donc comment son successeur va essayer peut-être d'apaiser peut-être un petit peu les choses. Ça va être aussi des sujets qui vont être sur la table. Je sais que le moment vous semble décalé, vous l'avez dit, Père, mais j'aurais du mal à vous laisser partir sans vous demander si vous espérez que le successeur soit français. Oh, je ne pense pas. Le choix d'un pape, ce n'est pas un choix géographique ou culturel. Comme vous l'avez dit très bien, il y a des dossiers qui concernent l'Église qui sont très graves. Toutes les religions, et en particulier la religion chrétienne, est face au défi de la modernité. Et il est important que l'Église produise, au-delà de l'institution elle-même, qui est toujours très très lourde, des signes d'espérance, d'ouverture, donner la chance à l'aventure. Je crois que nous sommes en création, c'est le sens même de la Bible. Nous sommes en train de créer un nouveau monde et nécessité de trouver de nouveaux repères. Les repères d'hier ne seront pas les repères de demain. Et là, l'Église, sur un certain nombre de dossiers, les finances, le poids de la hiérarchie, le dialogue, le débat au sein de l'Église, pour s'ouvrir à un nouveau monde et regarder avec, je dirais, des lunettes nouvelles, ce qui va être en train de se construire demain, qu'on ignore encore aujourd'hui. Il y a donc à faire bouger l'institution pour qu'elle soit plus disponible à l'accueil d'un nouveau monde, avec un langage nouveau, je pense. Alors, il y a effectivement les tiraillements entre certains courants dans l'Église. C'est un peu comme le PS à une époque, mais il y a la nécessité pour le pape de trouver un consensus, non pas pour revenir en arrière, mais pour poursuivre tous les chantiers que François n'a fait couvrir. Par exemple, l'ordination de femmes, par exemple, l'accueil des homosexuels, par exemple, l'accueil des divorcés remariés. Merci beaucoup, Père Digou. Merci, Caroline Pigaudy, Jean-Pierre Denis. Merci beaucoup, Jacques Collet. Merci à vous, Pascal Tournier, d'avoir permis à nos téléspectateurs de vivre ce moment fort. Les obsèques, ce sera pour samedi avec les chefs d'État du monde entier. Et ce sera à suivre, bien évidemment, sur LCI. Je remercie toutes les équipes sur le terrain. Restez avec nous, puisque l'actualité qui va nous intéresser maintenant, c'est ce report que l'on vient d'apprendre des discussions ministérielles à Londres entre les Américains, les Ukrainiens et les Européens sur la guerre en Ukraine. Ce, alors que Donald Trump espérait dès cette semaine un accord de cessez-le-feu, il se disait confiant. Ce, alors que Volodymyr Zelensky avait annoncé l'envoi de représentants à Londres. Et alors que, soudainement, Vladimir Poutine s'était mis à parler d'éventuelles discussions bilatérales et de réflexions autour d'une trêve. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Accélération de l'histoire. On en parle dans un instant. On en reparle avec nos invités. À tout de suite. Avec l'assurance Auto-Alliance, déplacez-vous sereinement. Bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3900 garages partenaires partout en France pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Alliance, avec vous de A à Z. Ah cool, il y a du fruit dedans. Ah, il y a de la bière aussi. Et c'est sans alcool. Regarde, des fruits, on en parlait il n'y a pas 2 minutes. Dingue! Tous les prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est la gourmandise des jus de fruits, la fraîcheur de la bière et c'est sans alcool. Tourtel Twist, ça rapproche. Chaque nouvelle étape commence par se loger. Achetez, louez, vendez sur Se Loger. Alors ? Ça récure? Mais mieux que ça, ça nitole. Ça nitole, ça fait tout. Ça nettoie et ça désinfecte. Et là, c'est vraiment propre. Ça nitole tout dans la maison. Je peux monter jusqu'à 20 gigawatts. On fait affaire? Optimisez vos achats de gaz naturel et d'électricité avec Opéra Énergie, leader du courtage en énergie pour les entreprises. Hey, vous!
Je suis bien dans une parapharmacie. Paraît-il. J'ai la tête un peu comme une parabole. Vous n'auriez pas du paracétamol par hasard? Ah, apparemment, je n'ai pas le droit d'en vendre. Par ailleurs, j'ai de la vitamine C, mais ça ne va pas vous aider. Une parapharmacie qui n'a pas le droit de vendre du paracétamol? Mais c'est paranormal, ça. Parfaitement. Oui, c'est absurde. La loi nous interdit toujours de vendre les médicaments sans ordonnance dans nos parapharmacies. Parce qu'on les vendra à prix Leclerc, comme cette vitamine C à 2,20 €. Leclerc. Quel que soit votre besoin, Ryobi One Plus a la solution. Avec sa batterie brevetée haute capacité, ses moteurs puissants qui offrent autonomie et flexibilité pour tondre, nettoyer, tailler, percer, couper, éclairer et bien plus encore. La solution pour tout et pour tout le monde. Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie, pour chaque projet, il y a un Ryobi. Et en ce moment, découvrez dans nos magasins partenaires nos packs tondeuse One Plus avec le coupe bordure offert. Je suis Usain Bolt et j'aime quand c'est rapide. Et maintenant, c'est plus rapide que jamais. Plus rapide que jamais. Nouveau Skip. Élimine les taches invisibles, même dès 15 minutes. La première lessive conçue pour cycle court. Plus efficace contre les mauvaises odeurs, plus de protection. Nouveau Skip, mon cycle court parfait, plus rapide que jamais. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. C'est bon de... N'attendez plus pour aménager votre intérieur. En ce moment, avec 7LM, profitez d'un prêt personnel au taux de 5,50% pour 9 500 €. Rendez-vous sur 7lm.fr. Nouveau double sérum Light Texture. Notre sérum iconique, maintenant en texture légère. Avec notre technologie Lightweight Tree Oil. Absorption immédiate, les rides sont visiblement réduites. Nouveau double sérum Light Texture.